Donc voilà, notre séance est enregistrée, notre séance des cours est enregistrée. Et bien sûr, avec l'accord de tous les étudiants et les participants de la réunion. Pour des raisons d'enregistrement, je vais me présenter à nouveau et situer les cadres dans lesquels nous sommes. Bon, je sais que vous êtes déjà au courant, mais simplement parce que c'est enregistré. C'est maintenant que l'enregistrement démarre, donc je vais me présenter. Déjà, je signale que cet enregistrement est fait avec l'accord de tous les participants, donc tous les étudiants qui sont en train de me suivre. Je m'appelle Lola Bokonda, je suis enseignant à la faculté des sciences, master IPS, traitement intelligent des systèmes, Intelligence Processing System. Nous sommes dans le cadre de ce master pour suivre les cours des bases de données Oracle. Aujourd'hui, c'est une séance de révision. Nous avons déjà vu 3 chapitres et fait un TP. Donc, nous allons essayer de réviser, de revoir un peu tout ce qui a été enseigné aujourd'hui. Donc, voilà, commençons par la révision du premier chapitre. Donc, voilà. Vous arrivez à voir mon écran? Oui, monsieur. D'accord, merci beaucoup. OK. Les cours, évidemment, c'est base de données Oracle. Le chapitre 1 est consacré, que nous avons déjà vu évidemment, est consacré aux composants de l'architecture Oracle. Donc, nous allons essayer de comprendre dans ce chapitre de quoi est constituée l'architecture Oracle. Bien sûr, ici, nous voyons l'architecture Oracle 11G. Donc, plus tard, je vous donnerai un chapitre sur l'architecture Oracle 19C, bien que dans la pratique, nous utilisons 19C, l'architecture que je vous ai donnée ici, c'est 11G. Parce que 19C est assez différent de 11G parce que dans 19C, on a introduit la notion de cloud, qu'on ne retrouvait pas jusque-là dans l'architecture 11G. L'objectif de ce chapitre est qu'à la fin de ce chapitre, vous pourrez décrire l'architecture Oracle et ses composants, répertorier les structures utilisées dans les connexions d'un utilisateur à une instance Oracle. Autrement dit, vous saurez exactement de quoi est constituée l'architecture Oracle, mais aussi vous pourrez dire exactement quels sont les composants qui entrent en jeu lorsqu'on effectue une opération avec la base de données Oracle. Voilà un peu les principaux composants de l'architecture Oracle. Je vais revenir sur cette architecture pour expliquer en détail ce qui se passe. Mais pour le moment, je vais simplement citer les composants de cette architecture. Nous avons 2 grandes parties dans l'architecture Oracle. Nous avons d'abord cette partie ici, nous avons l'instance, donc toute la partie qui est au-dessus. Et en dessous, nous avons la base de données. Je reviendrai sur la différence entre les deux et quand est-ce qu'on peut parler de l'instance et quand est-ce qu'on peut parler de la base de données. Maintenant, citons simplement les composants de cette architecture. Au niveau de la première partie, nous avons les processeurs utilisateurs, les processus d'utilisateurs, les processus serveurs, et dans l'instance elle-même, nous avons la première grande partie de l'instance qui est la mémoire SGA, qui est composée elle-même de la zone de mémoire partagée, de la S'il vous zone plaît, de... monsieur, s'il vous plaît, si vous pouvez partager le mode plein écran parce qu'on voit que le mode PowerPoint. Je ne comprends pas ce que vous dites. Je ne comprends pas ce que vous dites. Oui, tout à l'heure, vous étiez sur la diapositive, la première. Maintenant, vous êtes sur la 4e. Mais au début, on voyait que le titre de la diapo. Ah bon? Si vous pouvez passer sur plein écran, ça serait mieux, je pense. Mais j'étais sur plein écran, attendez. Non, le problème, c'est que le partage, c'était en mode PowerPoint. Et il faut partager aussi le mode diaporama. Ah, ok, je comprends. Je comprends ce que vous dites. D'accord. Je comprends ce que vous dites. Je vais...
comprends ce que vous dites. Je vais arrêter d'abord le partage. Présenter maintenant. Je pense que je vais partager l'intégralité de mon écran. Ok. Là, vous voyez tout mon écran. Oui. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai arrêté. Désolé pour cette erreur. Est-ce que là, c'est mieux? Oui. Oui. D'accord. Donc, j'ai déjà décrit les objectifs. Donc, je disais ici que nous avons deux grandes parties. Nous avons l'instance et la base de données. Donc, je reviendrai sur le fonctionnement de l'instance et de la base de données. Mais voilà, pour le moment, nous allons simplement citer les composants de ces deux grandes parties. Nous avons ici, c'est un peu à l'extérieur des composants, mais nous allons y revenir. Nous avons les processus utilisateurs, les processus serveurs. Au niveau de l'instance elle-même, nous avons deux grandes parties dans l'instance. Nous avons la mémoire SGA et après nous avons les processus ici, ou les processeurs ou processus. Et nous allons revenir sur chaque processus en donnant son rôle. Au niveau de la mémoire SGA, nous avons la zone de mémoire partagée, le cache de tampons de la base de données, le tampon de journalisation, la zone de mémoire Java, la zone de mémoire large pool. La zone de mémoire partagée elle-même est subdivisée en deux parties, le cache library et le cache dictionnaire de données. Ici, nous avons, en gros, nous avons 5 processus obligatoires. En plus de ces 5 processus, il y a d'autres processus facultatifs que nous n'avons pas évoqués dans le cadre de ces cours. Voilà un peu pour l'instance. Et en ce qui concerne la base de données, à côté de la base de données, nous allons revenir sur leur rôle. Il y a les fichiers des paramètres, les fichiers des mots de passe, il y a les fichiers des journalisations. Et dans la base de données elle-même, lorsqu'on vous parle de la base de données Oracle, elle est constituée de 3 fichiers ou 3 types de fichiers. Nous avons les fichiers de données, les fichiers de contrôle et les fichiers de journalisation. Donc, vous voyez, ici, ça, c'est les fichiers de journalisation archivés, mais ici, il s'agit des fichiers de journalisation. Voilà un peu les éléments constitutifs ou les composants, les principaux composants de ce qu'on appelle par défaut une base de données Oracle. Mais en principe, on doit parler d'un SGBD, c'est ça le terme le plus précis. Un système SGBD pour dire un système de gestion des bases de données. En anglais, on appelle ça les DBMS, hein, Database Management System. Oui, DBMS, Database Management System. Donc, voilà, parlons du serveur Oracle. C'est quoi un serveur Oracle? Un serveur Oracle est un système de gestion des bases de données qui offre une méthode de gestion des informations ouvertes, complète et intégrée. Donc, le serveur Oracle est constitué d'une instance et d'une base de données Oracle. Autrement dit, lorsqu'on parle ici du serveur Oracle, il s'agit simplement, on utilise le mot serveur
pour désigner le SGBD, le système de gestion des bases de données. Voyez-vous? Donc, c'est un peu ici des synonymes. Juste pour une chose que je n'ai pas signalé au début de la séance, c'est que moi, j'utilise les supports, en tout cas surtout pour ces 2 premiers chapitres, j'utilise les supports pour la certification Oracle. Donc, normalement, en suivant ces cours correctement, je serai en mesure de passer la certification officielle des oracles. Voilà pourquoi vous voyez la ligne rouge là-bas, oracle. Et si vous avez été attentif, vous remarquerez que même au début de mon cours, je n'ai pas mis mon nom. Parce que je suis un scientifique, ce qui ne m'appartient pas, je ne peux pas mettre mon nom. Ce n'est pas moi qui ai créé ces cours, c'est un cours de certification oracle. Et j'ai trouvé que c'est intéressant pour les étudiants d'avoir des... Et c'est basé sur une documentation officielle pour suivre une formation. Donc, les serveurs Oracle, comme je disais, c'est pour désigner le SGBD. C'est constitué de ces 2. Donc, quand on parle du serveur Oracle, on désigne à la fois l'instance, mais aussi la base de données. Parlons maintenant de la base de données. Donc, si nous sommes ici, on commence maintenant à détailler petit à petit l'architecture Oracle. Là, nous entrons en dessous, là, la partie qui est en bas, ici, la base de données. La base de données Oracle est constituée des 3 types de fichiers, comme je l'ai dit tantôt, hein. 3 types de fichiers. Vous avez ici les fichiers, les fichiers des données, les fichiers de contrôle, les fichiers de journalisation. Et bien sûr, vous avez aussi, comme des fichiers annexes à côté, vous avez les fichiers des paramètres, les fichiers des mots de passe, et de l'autre côté, vous avez les fichiers de journalisation archivés. Donc, qu'est-ce qu'on donne comme définition? On nous dit que la base de données Oracle est un ensemble de données traitées comme une seule et même entité. Voilà, donc la base de données, c'est quoi? C'est vraiment un ensemble de données, mais qui est traité simplement comme étant une entité. On peut y accéder comme si on accédait à un fichier Word. Mais il s'agit là de plusieurs fichiers. Et maintenant, la structure physique de la base de données comprend les 3 fichiers que je viens de citer, les contrôles des données et des journalisations. La structure logique maintenant de cette base de données est constituée des tables space. Bon, de la structure logique définit le mode d'utilisation de l'espace physique d'une base de données. Cette structure possède une hiérarchie composée des tables space, des segments, d'extents et des blocs. Donc, vous voyez, je vais revenir encore sur l'architecture pour bien vous expliquer ça, mais je pense que c'est assez facile à comprendre. C'est que l'architecture physique est constituée de 3 fichiers. Fichier de données, fichier de contrôle, fichier de journalisation. La structure logique est constituée d'une hiérarchie à pratiquement 4 niveaux. Hein. Table space, segment, extent et des blocs. Maintenant, l'instance. Évidemment, l'instance permet d'accéder à une base de données. Je pense que je vais d'abord m'arrêter pour bien expliquer de manière très détaillée la partie base de données, parce que je pense qu'on ne va plus y revenir dans la suite du cours. Non, pas du tout. Donc, on n'y reviendra plus dans la suite du cours. Donc, je vais revenir à notre architecture de départ. Je vais revenir à notre architecture de départ et parler de la base de données. Donc, la partie base de données, comment il faudra la comprendre? Vous voyez, c'est qu'il faut la comprendre de 2 manières, bien à 2 niveaux. Il faut d'abord comprendre l'architecture, bien la structure physique d'une base de données. Et c'est le premier niveau. Après, il faudra comprendre la structure logique d'une base de données. Et aussi comprendre quelle est la différence entre la structure physique et la structure logique. Et aussi, quelle est leur raison d'exister.
C'est quoi quand on parle d'une structure physique? C'est quoi la structure physique? La structure physique désigne la constitution réelle d'une chose, ou dans ce cas ici de la base de données. Comment la base de données est réellement constituée, ce qui existe de manière factuelle. Alors que la structure logique désigne le fonctionnement de la base de données. Donc, si vous voulez, la structure logique, ce n'est pas factuel, mais elle est dans la compréhension. Comment on comprend notre base de données, comment on utilise notre base de données, comment l'ingénieur que vous êtes va se comporter face à la base de données. C'est un peu ça. Mais maintenant, physiquement, voici comment la base de données est constituée, la structure physique. Nous avons ici, nous avons trois types de fichiers, je les répète encore une fois de plus. Nous avons les fichiers des données, les fichiers des contrôles et les fichiers des journalisations. Les fichiers de données, c'est quoi son rôle? Les fichiers de données conservent les données même insérées dans la base de données. Lorsqu'on dit qu'on insère des données, lorsqu'on insère des données dans une base de données, les données sont conservées ici. Donc, de manière physique, vous pouvez avoir accès à vos données ici dans les fichiers de données. Voyez-vous? Maintenant, les fichiers de contrôle permettent simplement de gérer la base de données. Donc, autrement dit, lorsque vous manipulez une base de données, vous pouvez par exemple donner les droits d'accès à un fichier ou à une partie, à un segment de la base de données. Et ces droits d'accès que vous donnez là, toutes les informations relatives aux droits d'accès, à la restriction, à l'accord, tout ce qui se passe, tout ce qui permet de contrôler la base de données se trouve au niveau des fichiers de contrôle. Vous voyez, par exemple, lorsque vous faites, bon là j'ai fait un peu un saut en avant, mais c'est nécessaire pour expliquer ça. Lorsque vous faites un grant, vous faites, voilà, grant user, donnez le nom de l'utilisateur, unlimited table space. Vous donnez le droit d'utiliser de manière illimitée le table space. Cette information-là et les droits même qu'on accorde à cet utilisateur est conservé ici au niveau du fichier de la base, au niveau des fichiers de contrôle. C'est au niveau de la base de données, mais c'est au niveau des fichiers de contrôle. Donc, tout ce que vous allez faire. Et maintenant, les fichiers de journalisation, c'est un peu comme les journaux intimes de la base de données. Le fichier de journalisation permet simplement de garder toute l'historique de tout ce qui a été fait. Qu'est-ce qui a été fait, à quel moment on a fait un insert, à quel moment on a fait un delete, à quel moment on a fait un update, qui l'a fait, quel est le user qui l'a fait. Toutes ces informations sont conservées de manière factuelle, de manière réelle au niveau du fichier de journalisation. Et plus tard, le database administrator, l'administrateur des bases de données, peut y avoir accès pour vérifier quel est l'utilisateur qui a fait telle ou telle autre opération. Vous voyez, donc ça revient à ce que je disais auparavant. Donc la structure physique, c'est pour désigner les faits, ce qui est réel, comment la base de données est constituée. Et maintenant, la structure logique, c'est simplement comment nous approchons la base de données. Donc, comment nous l'utilisons. Par exemple, tout à l'heure, j'ai donné un exemple, j'ai dit grant user ou grant user, je vous donne la commande exacte. Après, grant user, nom de l'utilisateur, unlimited table space. J'ai parlé des table space. Vous voyez, donc pour désigner le fichier, moi j'ai parlé du table space. Et c'est exactement ça, la structure logique. Donc, nous approchons les fichiers en termes de table space, des segments, d'extend et des blocs de données. Table space étant la plus grande structure des données. Donc, je peux manipuler les table space ou je peux manipuler ce qui est en dessous des table space, donc des segments, des extends et finalement des blocs. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça la différence entre les deux. Et après, vous avez ici les fichiers des paramètres, les fichiers des mots de passe et les fichiers de journalisation archivés.
Les fichiers des paramètres, qu'est-ce qu'ils permettent? Ils permettent simplement de donner les paramètres nécessaires pour le lancement de l'instance. Vous voyez? Donc, pour lancer une instance, on a besoin des paramètres. Et le SGBD, le serveur, a besoin des paramètres nécessaires pour démarrer l'instance. Et là, je vais vous dire d'entrée de jeu, et je le répéterai après aussi, que lorsqu'on démarre une base de données, en réalité, c'est un abus de langage. On ne démarre pas la base de données, on démarre l'instance de la base de données. Vous voyez? Mais pour démarrer l'instance de la base de données, on a besoin des fichiers, des informations venant des fichiers des paramètres pour paramétrer en quelque sorte cette base de données qui doit être lancée ou démarrer. Monsieur? Oui. Oui, salam alaikum. Monsieur, est-ce que vous pouvez accepter les gens vu qu'ils n'ont pas vu votre email pour les gens de deuxième année de taux aménagé? Comment ça, ils n'ont pas vu mon email? J'ai envoyé l'email à tout le monde. Ça me gêne quand même de le faire. Non, monsieur, nous n'avons rien reçu. Vous n'avez pas reçu? Ah bon? Madame, vous êtes en deuxième année? Oui, monsieur, pour moi, je suis deuxième année de taux aménagé. Ok. Ça m'étonne quand même que vous n'ayez pas reçu le... Mais si vous n'avez pas reçu mon mail, comment vous avez eu les liens pour venir ici? Ok, je vais les accepter, mais ça me gêne de les faire parce que ce n'est pas correct d'agir comme ça. Là, on est à 37 minutes. C'est pas normal d'arriver à cette heure. Là, non, c'est quelque chose qui me gêne quand même. Je vais en discuter encore avec les responsables des masters, mais pour moi, la discipline fait partie de la formation et c'est pas vraiment correct. Voilà, donc j'ai accepté tout le monde, mais c'est quelque chose qui me gêne. Donc, si les prochaines fois vous pouvez arriver à l'heure, ce serait bien. Donc, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Je vous ai vraiment pris par grâce, si je puis dire, mais je n'apprécie pas qu'on puisse arriver à près de 40 minutes de retard après le début de la séance. Moi-même, je suis occupé, moi-même, je travaille, je fais beaucoup de choses à la fois. Je fais à la fois mon doctorat, je travaille dans une entreprise, je suis enseignant ici, je suis formateur dans d'autres plateformes internationales. Je suis vraiment très chargé, j'ai d'autres occupations aussi. Donc, je me donne moi-même la discipline de toujours être là. Exactement, je n'ai jamais raté ne serait-ce qu'une séance. Je suis toujours à l'heure, donc je suppose que euh, les étudiants doivent faire le même effort. Je sais que certains d'entre vous travaillent, sont en temps aménagé, mais si vous avez choisi de faire un master, ça signifie que vous pouvez vous arranger pour avoir le temps. Donc, à la fin de la séance, je vais vous demander si vous voulez qu'on puisse modifier l'heure du début des cours. Mais du moment où l'heure est fixée, on doit respecter l'heure. Parce qu'après, je ne vais pas toujours avoir des raisons, telle personne était au travail, il arrive en retard. Non, ça, je ne vais pas gérer la vie personnelle de tous les étudiants. Et là, par exemple, vous me coupez là, on me coupe les rythmes, je dois recommencer. Non, ce n'est pas intéressant comme ça. Voilà, il y a encore des gens qui arrivent. Et si on continue comme ça jusqu'à 20h30, 20h40, comment on va enseigner? Donc, à chaque fois, je dois arrêter pour accepter les gens. Non, ce n'est pas correct. Non, ce n'est pas correct. Je ne peux pas enseigner dans de telles conditions.
Donc, j'ai parlé ici de... Je parlais ici de la structure logique, qui est constituée des table space, des segments distincts et des blocs. Et donc, je pense que là, nous avons fait le tour de la structure de la base de données. Donc, cette partie qui est en dessous ici, base de données, on a vu le rôle de chaque fichier, on a vu la composition ou la compréhension déjà au niveau de la structure physique et la structure logique. Nous allons passer maintenant à l'instance. L'instance qui est encore beaucoup plus complexe. Hein. Oui. Là, nous étions ici, on a vu la structure logique. Parlons maintenant de l'instance. Une instance Oracle permet d'accélérer à une base de données, d'accéder plutôt, désolé. Une instance Oracle permet d'accéder à une base de données Oracle, n'ouvre qu'une seule base de données et est constituée des structures, des processus d'arrière-plan et des structures mémoire. Donc ça, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je l'ai dit tantôt. Donc, c'est par une instance qu'on arrive à accéder à une base de données. Donc, une instance, comme je l'ai dit tantôt, je le répète une fois de plus, et ce sera tout. Donc, lorsqu'on dit qu'on démarre une base de données, en réalité, on ne démarre pas une base de données, on démarre une instance de la base de données. C'est l'instance après qui va nous permettre d'accéder à la base de données. C'est un peu ça le sens de ces deux phrases, permet d'accéder à une base de données, de cette phrase plutôt. Après, ici, on dit n'ouvre qu'une seule base de données. Donc, à partir d'une instance, vous ne pouvez ouvrir qu'une seule base de données. Mais en revanche, une base de données peut être ouverte par plusieurs instances. Autrement dit, plusieurs utilisateurs, nous pouvons avoir 2, 3 ordinateurs différents, mais nous trois, nous accédons à une seule base de données, mais chacun via son instance, via une instance particulière. Vous voyez? Donc, en réalité, ce n'est pas la base de données qu'on démarre, mais c'est l'instance qu'on démarre qui nous permet d'accéder à la base de données Oracle. Et on nous dit ici qu'une instance est constituée des structures, des processus d'arrière-plan et des structures mémoire. Les processus d'arrière-plan, c'est ça. Hein? Processus d'arrière-plan, je vous ai dit que nous avons 5 processus d'arrière-plan qui sont obligatoires, donc sans lesquels on ne peut pas faire fonctionner une instance Oracle. Et nous avons aussi d'autres processus d'arrière-plan qui sont facultatifs, que nous ne verrons pas dans ce cours. Nous allons nous limiter sur ceux qui sont obligatoires ou indispensables. Mais on nous parle aussi des structures mémoire. C'est quoi des structures mémoire? Ce sont des structures qui se trouvent ici au niveau de la mémoire SGA. Au niveau de la mémoire SGA, vous avez des structures mémoire. Par exemple, la zone des mémoires partagées est une structure mémoire. Pourquoi? Nous allons en parler tout de suite là. Et nous avons par exemple ici les caches de tampons de la base de données est une structure mémoire. Évidemment, la zone de mémoire Java, la zone de mémoire large pool, et même les tampons de journalisation. Donc, ici, nous avons les structures mémoire. Ici, nous avons les processus d'arrière-plan. Les processus ou processeurs, en tout cas, processus d'arrière-plan. Et comment maintenant, on dit ici, comment établir, je crois qu'il y avait une personne qui voulait accéder, c'est ça? Vous conviendrez bien avec moi que ce n'est pas un bon rythme pour l'enseignant. Il enseigne, il arrête, il doit accepter une personne. Voilà. Voilà. Donc, on était encore où? OK. Ce qui n'est pas intéressant dans cette façon de faire, c'est que maintenant, la personne qui vient d'arriver, imaginons que c'est un étudiant de 2e année. Comment il va comprendre ce que je suis en train d'expliquer maintenant, alors que je dois commencer depuis un bon moment? Je suis déjà au niveau de l'instant, je peux revenir au niveau de la base de données. C'est pas intéressant. Donc, si vous pouvez vraiment... On va se mettre d'accord sur l'heure du début parce que moi, je ne peux pas enseigner dans de telles conditions. Donc, établir une connexion et créer une session. Donc, comment établir une connexion?
pour se connecter à une instance Oracle, il faut d'abord établir une connexion utilisateur. Donc, en effet, lorsqu'on dit qu'on établit une connexion, bien, lorsqu'on dit qu'on démarre l'instance, comme on l'a vu tout à l'heure, on démarre une instance. C'est quoi démarrer une instance? En réalité, démarrer une instance, c'est... Oh, c'est pas possible. Je ne sais pas combien de personnes vont encore venir comme ça avant que... Établir une connexion et une instance. Donc, en réalité, lorsqu'on dit que on démarre l'instance Oracle, qu'est-ce qu'on fait en réalité? On fait deux choses. C'est que, en réalité, on va créer une session. En réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une session. Et dans la création de la session, il y a deux processus qui vont s'impliquer dans ce chemin-là. Hein. J'allais dire deux processus qui vont être impliqués dans ces processus. Donc, dans ces processus de création de la session, il y a deux processus qui vont intervenir. Il y a les processus utilisateurs et les processus serveurs. Donc, les processus utilisateurs, pour entrer ici, quand nous sommes en train d'expliquer l'instance. Donc, au niveau de votre ordinateur, donc vous l'utilisateur, vous voulez démarrer l'instance. Ce qui sera démarré de votre côté, ce qui sera lancé de votre côté, c'est les processus utilisateurs. Donc, le processus utilisateur va faire appel au processus serveur qui va se charger d'ouvrir une session ou de démarrer une session. Vous voyez, donc, et vous n'avez, bon, généralement droit, un utilisateur n'a droit qu'à une session. Il n'allait démarrer qu'une session. Et le processus serveur a déjà une structure mémoire en lui. Et cette structure mémoire, c'est ce qu'on appelle la mémoire PGA. Donc, la mémoire PGA, c'est la mémoire qui vient avec les informations de l'utilisateur, des informations nécessaires au démarrage de la session, au démarrage ou à la création même. Ici, on parle carrément de la création de la session. Donc, on vient, il y a les processus utilisateurs qui amènent toutes les informations de l'utilisateur, qui passent ces informations au processus serveur, bien sûr, qui les conserve au niveau de la mémoire PGA. On va venir ici après. Après l'instance, donc le processus serveur va créer la session. Gestion ici. Donc, les processus utilisateurs, ils passent au processus serveur et les processus serveurs se chargent de créer la session, de créer une session au niveau de l'instance Oracle. Et comme je vous ai dit tantôt, au niveau de la base de données, il y a un type de fichier qui se charge des informations nécessaires pour la création même de la session. C'est les fichiers des paramètres. Donc, dans le lancement et le démarrage de l'instance, il y a en gros trois composants qui vont être impliqués. Nous avons les processus utilisateurs, nous avons les processus serveurs, nous avons le fichier des paramètres. Ce sont les principaux composants qui vont intervenir au démarrage même de l'instance Oracle. Donc là, vous avez déjà votre
session qui a été créée, votre instance qui est démarrée, et vous pouvez avoir accès à votre base de données. Qu'est-ce qu'on nous dit par la suite? On nous dit la structure mémoire d'Oracle est constituée des deux zones de mémoire suivantes. La mémoire SGA, qui est allouée au démarrage de l'instance et qui est une composante fondamentale d'une instance Oracle. La mémoire PGA, qui est allouée au démarrage du processus serveur. Justement, qu'est-ce que cela veut dire? On nous parle simplement de deux mémoires ici, de deux grandes structures mémoire, si vous voulez. Nous avons ici la mémoire PGA, comme je l'ai dit ici, tantôt, c'est que le processus serveur a une mémoire, qui est la mémoire PGA, vous voyez, qui va conserver les informations, bon, pas qui va conserver comme tel, mais c'est vraiment conserver de manière ponctuelle, hein, vraiment ponctuelle. Et pourquoi de manière ponctuelle? Je pense que c'est même le moment d'en parler. C'est que, comme je l'ai dit lorsque j'ai donné les cours, c'est qu'il faut voir ces deux parties, donc l'instance et la base de données, un peu comme étant la RAM et le disque dur de l'ordinateur. Vous voyez? Donc, notre ordinateur, lorsque vous avez appris l'architecture des ordinateurs, l'ordinateur a deux structures mémoire, deux grandes structures mémoire importantes. Nous avons la RAM, qui est une structure mémoire, et nous avons les disques durs. La RAM, l'une des caractéristiques ou la caractéristique principale d'une RAM, c'est que c'est une mémoire volatile. Elle conserve les données, mais pas pour longtemps. Vous voyez, c'est rapide, hein, et c'est une mémoire volatile. Tandis que le disque dur, une des caractéristiques principales du disque dur, c'est que c'est une mémoire permanente. Elle conserve les données, mais elle conserve les données pour une longue durée. Et maintenant, l'inconvénient d'une RAM, si on peut dire l'inconvénient, mais après, c'est sa manière de fonctionner, c'est que, bon, l'inconvénient, bien sûr, on peut dire que c'est le fait que la RAM soit volatile, mais je voulais dire l'avantage de la RAM, c'est que elle est rapide. La RAM est rapide, une mémoire volatile, mais rapide. Alors que le disque dur est une mémoire permanente, mais qui est plutôt lente, c'est lent d'accès. Et c'est exactement pareil au niveau du serveur Oracle, du SGBD Oracle. Qu'est-ce qui se passe? C'est que considérez l'instance comme étant la RAM et la base de données comme étant le disque dur. Vous voyez? Donc, un peu tout ce qui est structure, mémoire au niveau de l'instance, il s'agit forcément d'une réserve ponctuelle. Ponctuelle pour dire qui n'est pas permanente. Donc, une réserve qui ne dure pas. Donc, à chaque fois que je dirais que les données sont gardées dans telle partie ou je parlerai des requêtes qui sont gardées dans telle partie, ajoutez toujours implicitement, automatiquement, le mot ponctuel ou non permanente ou alors temporaire. Voilà, le mot temporaire. Donc, je reviens à ce que je disais tantôt. Bon, je disais que pour finir la première idée, c'est que toutes les données conservées ici, au niveau de l'instance, sont temporaires et toutes les données conservées au niveau de la base de données sont permanentes. Donc, je reviens à ce que j'expliquais avant de d'ouvrir cette parenthèse qui est importante, c'est que la mémoire PGA au niveau du processus va conserver de manière bien sûr temporaire les informations de l'utilisateur. Et ici, nous avons une structure mémoire qui est allouée au démarrage même de l'instance, qui est la mémoire SGA. Donc, lorsque vous démarrez votre instance, vous créez votre session au niveau de l'instance, on attribue à la session une mémoire SGA que l'utilisateur va utiliser, permettez-moi la tautologie, durant toute la session. Et lorsqu'il est déconnecté, bien sûr, cette mémoire est libérée. Donc, nous revenons à cette diapositive. Nous étions où? Nous étions ici. C'était pour expliquer cette diapositive. Après, on dit la mémoire SGA est constituée de plusieurs structures mémoire
la mémoire, la zone de mémoire partagée, le cache des tampons de la base de données, le tampon de journalisation et d'autres structures telles que gestion des verrous externes et des verrous internes, données statiques par exemple. Deux structures mémoire supplémentaires peuvent également être configurées dans la mémoire SGA, devant la zone de mémoire large ou la zone de mémoire Java. Après, est-ce que on parle des rôles des saisons? Parce que de toute façon, j'ai déjà cité saison ici au début, vous vous rappelez. Au niveau de l'architecture, on a déjà, au début de la séance, j'avais cité les saisons de mémoire, on avait cité toutes les composantes, hein, ou tous les composants de l'architecture Oracle. Donc ça, c'est déjà vu. Je vais voir si dans la suite du cours, on explique le rôle de chaque partie. Oui. D'accord, donc le rôle de chaque partie est expliqué, donc on va avancer. La mémoire SGA, c'est une mémoire dynamique. Oui, dynamique. Pourquoi on dit dynamique? Parce que simplement, elle bouge beaucoup. Dynamique, ça signifie simplement qu'une mémoire où il y a beaucoup de mouvements. Beaucoup de mouvements, pourquoi? Parce que, revenons à l'architecture, vous voyez, on verra encore ça dans le détail, mais c'est dans cette même zone mémoire qu'on conserve à la fois, de manière temporelle bien sûr, les requêtes SQL, opération passe par la mémoire SGA. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de mouvements là-bas. Et vous pouvez facilement annuler, faire un commit, faire un rollback. Tout se passe au niveau de cette mémoire SGA. Et c'est ce qui fait que c'est une mémoire qui est dynamique. Contrairement à cette mémoire ici, qui est plutôt calme parce que là, on ne fait que, on n'y insère que les données, que les transactions qui ont été committées, qui ont été validées. C'est là, à ce moment-là que les données ou les données, soit des mises à jour, soit d'insertion, peuvent aller vers la base de données. Donc, on dit qu'il s'agit d'une mémoire dynamique. La taille de mémoire est définie à l'aide du paramètre SGA max size. Pour les étudiants de la première année, on a vu ça lors de notre TP, vous vous rappelez bien. Allocation est suivie sous forme des granules par les composants de la mémoire SGA, allocation des mémoires virtuelles contiguës, taille des granules définie en fonction de la mémoire totale. La zone de mémoire partagée. La zone de mémoire partagée, dans cette zone-là, vous voyez bien là où ça se trouve, c'est la première zone au niveau de l'instance. Qu'est-ce qu'on stocke dans cette zone? Dans cette zone, on peut y trouver les dernières instructions SQL exécutées, les dernières définitions des données utilisées. On dit qu'elle est constituée de deux structures mémoire clés liées aux performances, cache library et cache du dictionnaire des données. Cette taille est définie par le paramètre shared pool size. Et ces paramètres, on a vu ça hein, lors de notre TP. Vous vous rappelez, lorsqu'on a manipulé Oracle avec SQL Developer, en dessous, là, on avait vu la taille de la zone de mémoire partagée. Donc, ça va être l'aide de ces paramètres, c'est qu'on peut voir sa taille. Revenons ici. Bon. Retenez ça, c'est qu'on a parlé des dernières instructions SQL exécutées, les dernières définitions des données utilisées. Donc, revenons ici à notre architecture. Nous allons beaucoup revenir sur ça. Je pense que ça permet de bien voir les choses dans la globalité. Donc, ici, au niveau de la zone de mémoire partagée, on y conserve les dernières instructions, mais aussi les dernières définitions des données. Donc, lorsque vous faites un insert, lorsque vous voulez insérer les données, vous faites insert et vous mettez les données, vous indiquez les champs et puis les données à insérer. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la zone des mémoires partagées, au niveau de son cache library, va conserver non pas les données,
mais la requête SQL. Donc, la requête SQL que vous avez saisie, toutes les requêtes que vous allez saisir de SQL seront conservées ici, au niveau du cache library. Mais que ce soit, là j'ai donné l'exemple de l'insertion, parce qu'on a parlé aussi des dernières, quand on parle de définition des données, bien sûr on parle des insertions, la création des données. Mais même lorsque vous faites des mises à jour, n'importe quelle requête SQL est conservée ici. Et bien sûr, le cache du dictionnaire des données va conserver les informations sur les requêtes. De manière générale, vous pouvez retenir que lorsqu'on parle d'un dictionnaire, le dictionnaire, c'est un peu comme la journalisation. Ça permet de conserver les informations. C'est les dictionnaires, les fichiers de journalisation sont ce qu'on appelle en programmation des métadonnées. Donc, ce sont des données sur les données ou des informations sur des informations ou alors des informations sur les données si vous voulez. Donc là, le cache du dictionnaire des données va conserver les informations sur les requêtes que vous avez effectuées lorsque vous manipulez votre base de données. Mais les requêtes elles-mêmes seront conservées dans le cache library. Nous allons avancer. Donc, on a déjà vu le rôle du processus utilisateur et comment ça fonctionne avec le processus serveur, de sa mémoire. Là, nous sommes en train de détailler l'instance. Nous venons de voir la zone de mémoire partagée. On a vu le rôle du cache library et du cache dictionnaire des données. Il nous reste cache de tampon de journalisation, cache de tampon de la base de données plutôt, tampon de journalisation, zone de mémoire Java et le reste, ainsi que les processus d'arrière-plan. On a déjà vu la base de données. Donc, nous avons déjà dépassé la moitié de ce qu'il y a à parcourir pour ce chapitre. Donc, on va continuer ici. Le cache library conserve des informations sur les dernières requêtes SQL utilisées. Il permet le partage d'instructions fréquemment utilisées. Il est géré par un algorithme LRU. Il est composé de deux structures, la zone SQL partagée et la zone PLSQL partagée. Sa taille dépend du dimensionnement de la zone de mémoire partagée. Mais c'est un peu ce qu'on a vu. La seule chose qu'on pourrait ajouter, c'est que cette zone ici, la zone de mémoire partagée, le cache library, facilite la prise en charge rapide des nouvelles requêtes SQL parce qu'il conserve ces requêtes SQL et il va donc permettre la prise en charge rapide de ces requêtes SQL là. Oui, bon, on a parlé aussi des zones SQL partagées et des zones PLSQL. Bon, là, vous comprenez la notion des requêtes, les types de requêtes. Les requêtes SQL et les requêtes PLSQL sont plutôt... PLSQL, c'est un peu des requêtes un peu plus avancées que les SQL. Donc, au niveau du cache library, on différencie les SQL et les PLSQL. Cache du dictionnaire de données. Le cache du dictionnaire des données contient les dernières définitions utilisées dans la base de données. Il contient les informations sur les fichiers, les tables, les index, les colonnes. Donc, c'est comme je vous ai dit, tout ce qui est dictionnaire, ce sont les données sur les données, donc les informations sur les données. Donc, au niveau du dictionnaire, on a les informations sur les tables, les index, les colonnes, les utilisateurs, les privilèges. Au cours de l'analyse, les processus serveurs recherchent des informations dans les caches dictionnaires pour résoudre les noms d'objets et valider l'accès. La mise en mémoire cache des informations du dictionnaire de données, réduit les temps de réponse aux interrogations et aux instructions LMD. La taille du cache dépend du dimensionnement de la zone de mémoire partagée. Maintenant, on parle du cache de tampon de la base de données. Son rôle principal, c'est de conserver des copies des blocs de données extraits des fichiers des données. Il permet des gains de performance considérables lors de l'obtention de la mise à jour des données. Il est géré par un algorithme, c'est le même algorithme LRU. Voilà les paramètres qui lui permettent de définir
définir sa taille. Encore une fois de plus, lors du TP passé, on avait vu la taille du cache de tampon de la base de données. Donc ça, c'est une information qu'on a déjà vue en TP. Donc, voilà. Je vais revenir toujours à notre architecture pour mieux comprendre. Donc, notre cache de tampon de la base de données, on a dit c'est quoi son rôle? C'est qu'il conserve des blocs de données venant de la base de données. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça permet d'accélérer l'accès à la base de données, l'accès aux données, si je puis dire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que notre disque dur, donc notre base de données ici, notre disque dur a la qualité d'être permanent, notre disque dur permanent, ou notre base de données a la qualité d'être permanente, mais a le défaut d'être lent ou lente, si on parle de la base de données. Donc, du coup, lorsque vous faites une simple commande select, vous voulez afficher les données, s'il faut forcément aller chercher ces données au niveau de la base de données, on prendra beaucoup de temps. S'il faut aller chercher toutes ces données là-bas. Voilà pourquoi, de manière intelligente, l'instance va conserver certains blocs de données ici pour permettre justement à l'utilisateur de facilement avoir ces données lorsqu'il veut les afficher, par exemple. Vous voyez? Et là, bon, je voulais expliquer une chose, mais je vais poser la question à la fin sur ça. Bon, en principe, ceux de la première année, ils ont déjà ça parce qu'on a déjà vu ça ensemble. Donc, on a vu le rôle du cache du tampon de la base de données. Cache des tampons de la base de données, c'est cache est composé de sous-caches indépendants. Peut-être redimensionner les paramètres cache est défini. Oui, bon, ça c'est une vue intéressante. Vous vous rappelez, lors du TP, on avait manipulé des vues. Donc, vous pouvez toujours manipuler cette vue ici, vu que, où est-ce que nous étions? Je parle de cette vue. Ça peut être intéressant hein, de manipuler ça. $db cache advice. Donc, vous pouvez l'afficher, par exemple, sur votre SQL Developer pour voir exactement qu'est-ce que ça donne. Vous voyez, avec notre commande habituelle qu'on a l'habitude d'utiliser en TP pour afficher les vues. Donc, vous pouvez l'afficher. Ça peut être intéressant de voir ça. Donc, nous allons avancer. Cache de tampon de journalisation. Il enregistre toutes les modifications apportées au bloc de données de la base. Sa principale fonction est la récupération des données. Les modifications enregistrées constituent les entrées de journalisation. On dit sa principale fonction est la récupération des données. Les modifications enregistrées constituent les entrées de journalisation. Les entrées de journalisation contiennent des informations permettant de reconstruire les modifications. La taille du tampon est définie dans le paramètre log buffer. Encore une fois, log buffer, on l'avait vu lors du TP. Voilà. Nous allons revenir sur l'architecture pour voir un peu son rôle. Retenez cette phrase. Sa principale fonction est la récupération des données. Je vais l'expliquer. Je vais expliquer cette phrase. Son rôle, on dit il enregistre toutes les modifications apportées au bloc de données. Vous vous rappelez, tout ce qui est dictionnaire, tout ce qui est fichier de journalisation, c'est quoi? Ce sont des métadonnées, ce sont des données sur les données, ce sont des informations sur les données. Donc, quand on parle du tampon de journalisation, c'est normal qu'on nous dise qu'il est là, il enregistre toutes les modifications apportées au bloc de données.
Donc, il n'enregistre pas les données, mais il enregistre les modifications, donc les informations qui sont sur ces données-là. Quand est-ce qu'elles ont été modifiées? Revenons ici. Donc, nous avons notre tampon de journalisation. Notre tampon de journalisation, nous a dit son rôle, c'est qu'il doit conserver les informations sur les données. Donc, lorsque nous saisissons nos données, les données entrent et sont envoyées à la base de données, mais ces données-là, les informations sur leur insertion sont conservées ici au niveau du tampon de journalisation. Et il y a une phrase importante, on nous a dit que ce tampon de journalisation, qu'est-ce qu'il permet? Il permet la récupération des données. Mais comment le tampon de journalisation permet la récupération des données? Vous voyez? Ça, c'est une question intéressante qu'on peut poser. Comment le tampon de journalisation facilite ou permet la récupération des données? Mais la réponse est simple. C'est simplement parce que le tampon de journalisation a les informations sur les opérations qui viennent de se passer, donc sur les données. Quand est-ce qu'ils ont été insérés, comment, et à quel moment. Donc, vu que le tampon de journalisation a des informations sur la modification des données, lorsque, par exemple, on fait la suppression, on supprime une donnée, on supprime une table d'espace ou un bloc de données, en ce moment-là, au niveau du tampon de journalisation, on a conservé toutes les informations, donc tout ce qui est comme information relative à ces blocs de données-là. On a conservé la requête, on a conservé les moments de la suppression, on a conservé l'utilisateur qui a effectué cette suppression. Et lorsque vous faites maintenant que vous annulez cette commande, ou alors vous faites, je vais prendre l'exemple sur notre disque dur, sur notre PC. Lorsque vous supprimez le fichier est envoyé dans la corbeille. Lorsque vous êtes dans la corbeille, vous faites restaurer, vous voulez restaurer ces données-là, on restaure les données exactement à l'endroit où se trouvaient ces fichiers-là. Vous êtes des informaticiens, vous l'avez certainement fait, on n'a même pas besoin d'être informaticien pour le faire. Lorsqu'on veut restaurer un fichier au niveau de la corbeille, vous restaurez les fichiers, le fichier sera restauré exactement à l'endroit précis où il était avant. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'ordinateur avait conservé les informations sur sa localisation et même l'heure à laquelle le fichier a été supprimé. Vous voyez? Donc, sans ces informations, on ne pourra pas restaurer le fichier. Et c'est ça le rôle du tampon de journalisation. Donc, il permet de donner toutes les informations nécessaires pour restaurer un fichier. Parce qu'il avait conservé les informations de modification du fichier. C'est dans ce sens-là qu'on dit que le tampon de journalisation permet ou facilite la récupération des données. Bon, je reviens sur le tien où tampon de la base de données, je pense qu'on a vu ça. Tampon de journalisation, voilà. Large pool. La zone de mémoire large pool est une zone de mémoire facultative. Large pool est une zone de mémoire facultative. Voilà, elle réduit la charge de la zone de mémoire partagée. La mémoire allouée par session au serveur partagé, les processus serveurs d'entrée et de sortie, les opérations de sauvegarde et de restauration du Herman, les mémoires tampons des messages d'exécution en parallèle. Elle n'utilise pas des listes LRU. La taille est définie par, oui, la taille, on l'avait vu en TP. Voilà, bon. En gros, bon, ce que vous pouvez retenir pour la zone de mémoire large pool, c'est que, en fait, la zone de mémoire large pool est facultative, hein, même la zone de mémoire Java. Son rôle, grosso modo, c'est qu'il permet d'aider, d'alléger un peu la zone de mémoire partagée. Donc, il joue les mêmes rôles, mais c'est un peu en soutien lorsque c'est fichier fatigué. Zone de mémoire Java, on ne va pas entrer en détail, mais c'est simplement pour la prise en compte
C'est tout ce qui est commande Java et autres. C'est aussi une zone de mémoire facultative. Les zones de mémoire obligatoires sont là. C'est ça qu'il faut retenir. C'est pour elles, ce sont elles qu'il faut retenir, dont il faut retenir le rôle. Je pense qu'on va passer au processus après. Pour les gens de mémoire Java répond aux besoins d'analyse de commandes Java. Voilà, il est nécessaire si Java est installé et est utilisé. Sa taille est définie par les paramètres Java Book Size. Dans les mémoire PGA, à chaque utilisateur contient la base de données, on a déjà vu ça. Voilà pourquoi je passe rapidement. Il est alloué lorsqu'un processus est créé. Il est libéré à la fin du processus et n'est utilisé que par un processus. Structure des processus, voilà. Donc là, nous avons fini un peu l'instance. Nous avons fini, pratiquement fini l'instance. Nous avons fini la première partie. Tout ce qui est structure mémoire. Et là, maintenant, nous attaquons cette partie ici, les processus. Les processus serveurs. C'est quoi un processus serveur? C'est un programme qui entre directement en interaction avec le serveur. Il répond aux appels générés et renvoie les résultats. Il peut s'agir d'un serveur dédié ou d'un serveur partagé. Vous voyez, il peut s'agir d'un serveur dédié ou d'un serveur partagé. Ici, on reprend un peu ce qu'on a vu ici tout à l'heure. Connexion établie, processus utilisateur, processus serveur, session, créée. Ça, on a déjà vu ce processus ici, ce chemin ici. Donc, nous avons 5 processus obligatoires, indispensables. Après, nous avons aussi des processus facultatifs. Donc, ce qui va nous intéresser dans le cadre de ces cours sont les processus obligatoires. Donc, les DB Writer, les paiements, les log writer, SMON et les checkpoints. Donc, nous avons ici les 5 processus obligatoires. Nous allons maintenant voir leur rôle, processus par processus. C'est quoi le rôle du DB Writer? Le DB Writer qui est ici. Le DB Writer écrit dans les cas suivants. Point de reprise, seuil de tampon 2 atteint, aucune mémoire, tampon disponible, temps imparti dépassé, demande de PIN rack, table space hors ligne, table space en lecture seule, drop ou truncate sur une table, begin backup sur une table space. Je vais revenir, hein, ça j'essaie simplement de vous faire parcourir le document. Mais je vais revenir pour vous donner les éléments principaux à retenir. Donc, c'est intéressant pour vous de prendre des notes si vous avez des cahiers. Parce que en lisant le support simplement, vous n'allez pas toujours bien comprendre. Bon, les log writer, on nous dit qu'il est que dans les cas suivants, validation, un tiers du cache est occupé, la journalisation atteint 1 mégaoctet toutes les 3 secondes avant les processus DB Writer, avant que les processus DB Writer ne procèdent à une opération d'écriture. SMON, on nous dit récupération de l'instance, réimplémente des modifications dans les fichiers de journalisation, ouvre la base de données pour permettre l'accès aux utilisateurs, annule les transactions non validées, fusion de l'espace libre, libération des segments temporaires. Paiement, on dit que suite à l'échec du processus, le paiement exécute des opérations de nettoyage, annule la transaction, libère des verrous, libère d'atouts,
l'astuce de redémarrage redémarre les répartiteurs interrompus. Les checkpoints, processus chargé de signaler le DB writer au point de reprise, de mettre à jour les en-têtes des fichiers de données avec les informations sur le point de reprise, de mettre à jour les fichiers de contrôle avec les informations sur le point de reprise. Oui. OK. Bon, revenons sur tous ces processus tranquillement maintenant pour voir leur rôle. Ces processus sont très importants dans l'utilisation d'une instance Oracle, disons, et de la base de données. Ce sont les processus ici, d'arrière-plan, qui permettent, ça c'est le premier rôle. Donc, si on vous demande quel est le rôle général de tous les processus. Donc, c'est quoi le rôle des processus utilisateurs, les processus d'arrière-plan plutôt. C'est quoi le rôle des processus d'arrière-plan? Leur rôle est de permettre à l'instance de manipuler la base de données. Donc, en gros, c'est ça. C'est que les processus permettent à l'instance de manipuler la base de données. Ah, apparemment, il y avait quelqu'un qui voulait accéder à la salle. J'ai écouté une sonnerie, mais après... Ah, ok, dommage, c'était ça. Bon, on va rentrer au cours. Donc, en gros, c'est ça. Les processus d'arrière-plan permettent à l'instance de manipuler la base de données. Et maintenant, chaque processus a un rôle précis. Là, j'ai lu rapidement les supports pour que vous puissiez voir un peu ce qui est écrit pour ne pas revenir là-dedans. Maintenant, je vais vous donner les grandes lignes à retenir, ce que vous pouvez retenir. Le premier processus qui, bon, je ne dirais pas que le processus le plus important, mais qui intervient beaucoup dans la manipulation de la base de données par l'instance, c'est le DB writer. Le DB writer, son rôle est d'écrire dans la base de données, mais précisément, il écrit dans les fichiers de données. Vous voyez? Donc, lui, il permet d'écrire les données dans les fichiers de données, il permet de lancer un point de reprise. Donc, lorsqu'il y a, là, c'est son rôle principal, hein, c'est d'écrire dans les fichiers de données. Mais maintenant, ici, on nous détaille un peu pour revenir à ce que notre support nous dit. On détaille un peu ce que le DB writer fait. Donc, fait un point de reprise. Au niveau du point de reprise, et quand est-ce qu'il écrit aussi? Il écrit lorsque le seuil des tampons dirty est atteint. Donc, lorsque le seuil des tampons de la base de données, donc ce tampon ici, c'est quoi le seuil des tampons de la base de données? Donc, je vous ai dit tout à l'heure que le cache des tampons de la base de données permet de conserver les données. Évidemment, de manière temporaire, parce que nous sommes au niveau de l'instance. Mais cette mémoire-là, comme toute mémoire, a une certaine limite. C'est ce qu'on appelle le seuil des tampons. Et lorsque cette limite est atteinte, en ce moment-là, le DB writer se doit d'écrire ou de transférer ces données au niveau de la base de données, donc précisément au niveau des fichiers de données. Le seuil des tampons dirty est atteint. Lorsqu'il n'y a aucune mémoire tampon disponible, donc lorsque, par exemple, le seuil est déjà atteint et que vous voulez insérer de nouvelles données, en ce moment-là, directement, les données sont écrites au niveau du fichier des données, au niveau des fichiers des données. Lorsque le temps imparti est dépassé, c'est que pour chaque, l'utilisateur, l'administrateur des bases de données peut paramétrer son instance telle que on accorde au cache des tampons un temps précis pour la conservation des données. Bien que déjà cette conservation est temporaire, on peut lui dire tu ne conserveras pas les données pendant plus de 10 secondes. Et donc, lorsque les 10 secondes sont atteintes, en ce moment-là, le DB writer écrit automatiquement au niveau du fichier des données. Voilà, donc en gros, c'est un peu ça le rôle du DB writer. Après, nous avons, où est notre mémoire, où est notre architecture?
nous avons les log writers. Les log writers, c'est quoi son rôle? C'est qu'il écrit au niveau du fichier log. Log, c'est quoi? C'est le fichier de journalisation. Vous voyez, log, fichier de journalisation. Quand est-ce qu'il écrit? Il écrit un peu avant les DB writers et même parfois après les DB writers. Et où est-ce qu'il prend ces informations? Il prend ces informations au niveau du tampon de journalisation. En d'autres termes, le log writer va simplement transcrire les informations du tampon de journalisation vers les fichiers de journalisation. Donc, c'est un peu ça, son rôle, le log writer. Allons-y sur notre support. Qu'est-ce que le support nous dit sur le log writer? Évidemment, validation, un tiers du cache est occupé. Vous voyez ici cette flèche, on quitte le tampon de journalisation vers le log writer, vers le fichier de journalisation. La journalisation atteint 1 mégaoctet. Donc, 1 mégaoctet, c'est la capacité par défaut, la capacité maximale par défaut du tampon de journalisation. Donc, lorsque cette capacité est atteinte, et là, automatiquement, le log writer transcrit les informations du tampon de journalisation vers les fichiers de journalisation. Toutes les 3 secondes, donc chaque 3 secondes, il écrit avant que le processus DB writer ne procède à une opération d'écriture. Donc, avant que les DB writers puissent écrire au niveau du fichier des données, les log writers va écrire au niveau du fichier de journalisation. Pourquoi? Parce que simplement, la base de données doit conserver les traces de l'opération. Or, les traces de l'opération sont au niveau du tampon de journalisation. Rappelez-vous que les tampons de journalisation conservent des informations sur tout ce qui s'est passé au niveau de l'insertion des données ou de la modification. En tout cas, je vous ai dit, tout ce qui est journalisation, tout ce qui est dictionnaire, ce sont les métadonnées. Donc, on a les informations là au niveau du tampon de journalisation. Maintenant que nous voulons prendre nos données qui sont ici et les insérer au niveau de la base de données, on doit d'abord conserver les informations sur ces données-là. Voilà pourquoi les log writers passent écrire en premier. Vous voyez? Donc, le S-Monde, lui, c'est un peu celui qui prépare les terrains. Hein. S-Monde, lui, il est un peu complémentaire. S-Monde, lui, il est un peu complémentaire au P-Monde. Donc, le S-Monde, lui, qu'est-ce qu'il permet? Il permet d'annuler les transactions, il permet de préparer un peu la base des données à recevoir des données, d'informer que bientôt, il y aura une écriture. Donc, il permet de préparer la base de données et d'annuler les transactions. Le P-Monde, lui, c'est un peu, comme on l'a appelé lorsqu'on voyait les cours, lui, c'est un peu le balayeur. Le P-Monde, c'est lui qui passe pour remettre de l'ordre après que tout soit fait. C'est lui qui permet un peu de balayer, un peu remettre de l'ordre, libérer les ressources qui ont été allouées. Donc, s'il y a un rôle important que vous pouvez retenir du P-Monde, c'est libérer les ressources. Entrons ici pour voir. Vous voyez? Voilà. Le P-Monde, on parle d'annuler la transaction, libérer des verrous, libérer d'autres ressources, redémarrer les répartiteurs. Donc, le P-Monde, c'est un peu comme la femme de ménage. Voilà, c'est l'expression que j'ai cherché depuis tout à l'heure. Donc, le P-Monde, c'est un peu la femme de ménage. Et le S-Monde, il est un peu complémentaire au P-Monde. Pourquoi? Parce qu'il permet aussi d'annuler les transactions. Le S-Monde permet aussi d'annuler les transactions non validées. Vous voyez, c'est un peu complémentaire. Le P-Monde et le S-Monde. Oui. Donc, le S-Monde permet d'annuler les transactions non validées.
d'ouvrir la base de données pour permettre l'accès aux utilisateurs. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, permettre d'informer la base de données que voilà, bientôt tu auras les données qui viendront, on va faire une écriture. Donc, il permet de préparer la base de données à être accédée. Mais le paiement, lui, c'est la femme des ménages, il permet de libérer les ressources à la fin. Et ensuite, nous avons les checkpoints. Les checkpoints, c'est un peu, en fait, comme son nom l'indique, ça permet de checker. Donc, ça permet de faire quoi? De signaler au DB writer qu'il y a un point de reprise. Mais s'il faut retenir une seule chose du checkpoint, c'est que les checkpoints écrits au niveau des fichiers de données. Voilà ce qu'on peut retenir du checkpoint. Revenons à notre architecture pour avoir une vue d'ensemble. Là, nous avons fini notre architecture. C'est que les checkpoints écrits au niveau des fichiers de contrôle. Les log writers écrits au niveau des fichiers de journalisation. Le DB writer écrit au niveau des fichiers de données. Les SMOND permet l'accès à la base de données. Donc, prépare la base de données à être accédée. Et aussi annule les ressources, non pas les ressources, les transactions non validées. Le paiement, lui, c'est la femme de ménage. Lui, il vient libérer les ressources après, il vient remettre tout en ordre après la manipulation de la base de données. Vous voyez? Donc, c'est ça un peu les grandes lignes que vous pouvez retenir des processus d'arrière-plan. Donc, voilà, nous avons fait le tour de notre architecture Oracle. Là, vous connaissez tout sur l'architecture Oracle, absolument tout. Voilà. Bien, écoutez, on a atteint, ça c'est une petite synthèse, hein, vous pouvez la lire vous-même. Ce chapitre vous a présenté les fichiers des bases de données, les fichiers des données, les fichiers des contrôles, les fichiers des journalisations en ligne, les structures mémoire, cache de tampon, les principaux processus d'arrière-plan, DB writer, Glor writer, checkpoint, paiement, SMON, l'utilisation des processus d'arrière-plan. Donc, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut pour facilement passer une certification Oracle et la réussir. Donc, ce premier chapitre est très important dans la compréhension même de l'architecture et du fonctionnement du serveur Oracle. Et avec simplement cette connaissance, vous avez ديال parler pour rien dire. Oui, allô? انا جيت معطل مع 8. انا مكانش نمشيو شي بلاصه ترونكيل. اوكي صافي تسميت تسد كلشي. Soufiane, tu peux arrêter ton micro, s'il te plaît? Ok. D'accord. Donc, voilà un peu la révision sur le chapitre 1. Est-ce qu'il y a des questions avant que je ne pose une question et passer chapitre 2 s'il y a le temps? Laisse-moi encore un peu de temps pour faire une révision rapide du chapitre 2. Est-ce qu'il y a des questions sur ce chapitre? Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a une personne qui a une question, elle peut ouvrir son micro et poser. Bon, sinon, moi, je vais vous poser une question juste pour me rassurer qu'il y a au moins une personne qui a suivi. Et nous allons passer à l'autre chapitre. Donc, nous sommes sur notre architecture ici.
supposons que je viens saisir une commande update. Je viens saisir une commande update. Qui peut m'expliquer les chemins que ma commande va suivre pour s'exécuter totalement? Je saisis une commande update et après update, je saisis commit. Je valide cette transaction. Comment cela va s'exécuter du début à la fin, jusqu'à la conservation de la donnée que je viens de mettre à jour? Est-ce que je peux répondre, monsieur? C'est Soufiane ou... Oui, tu peux Oui, répondre. pardon, tout à l'heure, j'ai oublié mon micro. Donc, quand on insère quand on lance une requête update, premièrement, on va vérifier, on va calculer le hash de la requête SQL. On va vérifier est-ce qu'elle est déjà exécutée avant. Si c'est oui, donc on passe directement à l'exécution après le shell pool. Sinon, si c'est une nouvelle instruction, donc on va l'exécuter à nouveau. Première chose, on va charger les données depuis les data files dans le cache tampon données. Ensuite, on va placer cette ancienne valeur dans le tampon. On va placer la nouvelle valeur, les deux valeurs dans le même tampon. Ensuite, on va stocker ce changement-là dans le journal. Une fois, si on insère commit à la fin, donc la nouvelle valeur va être stockée dans le fichier de données et la partie de journalisation aussi sera stockée dans la partie de journalisation. Donc là, il y a deux processus qui vont interagir. Il y a le processus DB-Writer qui va se charger d'écrire la nouvelle valeur dans les fichiers de données. Et il y a le log-writer qui va se charger d'écrire la modification, bien l'historique de la modification dans le fichier de journalisation. Ok. Oui, c'est bien, mais je pense qu'on peut améliorer l'explication que Soufiane vient de donner. Merci Soufiane pour ton explication. Mais il manque quelque chose. Déjà au début, Soufiane n'a pas signalé une chose très importante. Oui, Fatim Zahra. Fatim Zahra veut parler. Oui, Fatim Zahra, tu peux améliorer les statistiques. Lors de cette commande va insérer. Cette commande va insérer dans le cache library, après dans le cache dictionnaire, quand on doit stocker les informations de requête, après on doit stocker les données de commande dans la base. Nous t'avons perdu, Fatim Zahra. Ah, d'accord, je m'excuse. Monsieur, maintenant c'est bien? Oui, maintenant c'est mieux. Oui. Monsieur, je peux répéter? Oui, si tu peux répéter, s'il te plaît. Donc, la commande va insérer dans l'instance, dans le cache library. Après, on doit, dans le cache de dictionnaire, on doit stocker les informations de requête. Après, on doit stocker les données de commande dans la base de données, dans le fichier de données à partir du processus BD-Writer. Après, ces données sont enregistrées dans le fichier de journalisation de base de données. Voilà comment ça marche. D'accord. Merci beaucoup, Fatim Zahra. C'est bien aussi ce que tu as donné, mais il me manque toujours beaucoup d'informations. Monsieur, juste pour éclaircir les choses. Soufiane, une autre personne. Une autre personne. Pas Soufiane. Soufiane, tu as déjà parlé, donc une autre personne. Oui, Bekri. Monsieur. Oui, il reste l'écrasement de l'ancienne valeur, parce qu'on a mis update. Ok, l'écrasement de l'ancienne valeur. Oui, ça se passe. En fait, au niveau du fichier de données. On écrase au niveau du fichier de données. Oui. D'accord. Oui, allez-y. Parce que quand on met update dans le cache de tampon, via le processus DB-Writer, on écrit la nouvelle valeur, la mise à jour dans le fichier de données.
Et aussi, dans tampon de journalisation, via LogWriter, on enregistre les logs dans le journal, dans le fichier de journalisation. Dans ce cas, on doit supprimer on doit faire la mise à jour et supprimer les anciens valeurs. Exactement. Dans les deux. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Merci. Juste pour préciser, avant de donner la parole à Saïd, je vois que Saïd veut parler. Juste pour préciser une chose, Saïd, je te donne la parole je vous donne la parole juste après. Quand je pose une telle question, mon objectif est de voir si vous avez bien compris le fonctionnement de l'architecture Oracle. Donc, dans votre réponse, ayez l'habitude de citer tous les processus Oracle qui interviennent, les structures mémoire, à quel moment tel processus sera lancé, à quel moment telle structure mémoire va intervenir, à quel moment tel processus d'arrière-plan va intervenir. Donc, essayez de donner une réponse complète. Par exemple, tout ce que vous avez dit, là, on a eu Soufiane qui a parlé, Fatim Zahra qui a parlé, Bekri qui a parlé. Toutes les réponses que vous avez données sont vraies, sont correctes, mais sont incomplètes. Fatim Zahra a essayé de donner une réponse assez complète, mais bon, il y avait beaucoup de choses qui manquaient. Par exemple, là, jusque-là, je n'ai même pas eu une information de début. Quand ça commence, comment ça marche au début, qu'est-ce qui se passe? Vous ne l'avez pas cité. Donc, c'est important de préciser tout ce qui se passe, tous les chemins. Oui, M. Saïd Wabou. Oui, Saïd, nous vous écoutons. Oui, monsieur, s'il vous plaît, pour exécuter cette commande update, supposons que déjà l'instance est lancée. Non, rien n'est lancé. Rien n'est lancé. On est vraiment au début. Donc pour cela, il faut que le processus utilisateur doit créer une session. Il va envoyer les informations de connexion pour le processus serveur qui va être lancé et qui va gérer la connectivité entre l'utilisateur et le serveur Oracle. Après le lancement ou bien la création de la session, et ici, on va interroger le processus qui est le SMON, le système moniteur, va donner l'autorisation à l'utilisateur. On va gérer les fichiers des paramètres et les fichiers de mot de passe qui vont voir si l'utilisateur a le droit déjà de faire update ou bien de manipuler les données de la base de données. Et après ça, le processus utilisateur envoie la commande update au processus serveur qui va interroger la mémoire de la zone mémoire partagée et voir si cette commande existe déjà dans le cache library ou bien non. S'il existe, donc on passe directement vers le cache du dictionnaire de données. On va lancer cette commande vers le cache tampon de la base de données. Et après, on va l'enregistrer dans le tampon de journalisation et on fait l'exécution, c'est-à-dire vers le commit. Donc, le log writer va interroger le fichier de journalisation, il va écrire ou bien enregistrer cette commande, et le database writer, c'est pour modifier ou bien écraser et modifier la valeur qui existe dans le fichier de données et mettre la nouvelle valeur. Ok, bravo, c'est très bien ça. En tout cas, ça me soulage quand même de voir qu'il y a des gens qui suivent attentivement. Ça, c'est bien. En fait, c'est vraiment ça que je cherchais. Donc, je vous ai déjà dit, moi, mes contrôles, ça sera comme ça. Mais au-delà du contrôle, au-delà des contrôles ou des examens, c'est bien d'avoir cette connaissance. Vous voyez, ça fera la différence entre vous et d'autres ingénieurs. C'est que vous savez exactement comment ça fonctionne. De manière détaillée, vous pouvez expliquer ça. Et c'est ça le rôle d'un chef de projet, c'est qu'il peut expliquer tout ce qui se passe en arrière-plan. Donc voilà, on ne va pas s'éterniser sur le résumé de ce chapitre. C'est fait, on a fait une révision sur ce chapitre, donc je vais arrêter l'enregistrement pour que l'enregistrement ne soit pas très long.
Et je vais lancer un autre enregistrement pour la révision du deuxième chapitre qui sera plutôt rapide. Donc, voilà, je vais arrêter. Après, je vais mettre les vidéos sur YouTube. Hein.